Et je vous présente André Schmechel, qui est professeur à Göttingen, professeur dans une classe, et il est consultant dans les écoles Waldorf. Nous avons aussi Georg Jurgens, directeur du Conseil européen pour l'éducation Waldorf, ici à Bruxelles. Et il fait partie de la communauté Eliant. Et nous avons également Dora Simurinovic, qui s'occupe de la coordination du plaidoyer de ce Conseil européen. Donc, bienvenue, je vous donne à tous la parole. Your input, we heard already that Waldorf schools are existing, but what do you think is your task in building the bridge between the ideal Waldorf model and the Brussels bureaucracy, you know? We are interested in bridge building and maybe you can inspire us. Alors nous nous intéressons aux connexions, à la création de ponts entre les différentes personnes, entre les différentes bureaucraties européennes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Merci d'être venu tout d'abord. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je sais qu'on m'a apporté une chaise, mais moi je suis professeur et je préfère être debout. J'ai l'habitude d'être debout. Alors moi, je me trouvais à l'arrière de la salle et je trouve que c'est incroyable d'avoir une classe remplie de professeurs aujourd'hui. Il n'y a aucun étudiant aujourd'hui. Parce que quand je me trouve à l'université, je ne peux pas faire 2 mètres sans qu'on me parle, sans qu'un étudiant me pose une question. Et un jour, quelqu'un m'a posé une question. Eh bien, monsieur, est-ce que vous n'êtes pas heureux d'entendre les oiseaux chanter? On n'entend que les oiseaux aujourd'hui. Et je trouve que c'était une très belle réflexion. En 1990, lorsque la première école internationale a ouvert ses portes à 256 élèves et 12 professeurs à Stuttgart, eh bien, ça a été l'une des réflexions qui a été soulevée, à savoir de vivre une vie saine, une belle vie, d'avoir des avantages d'une bonne éducation, d'une éducation saine, pour qu'un enfant puisse avoir ce genre de réflexion, pour qu'un enfant puisse être heureux d'entendre les oiseaux chanter. Et je trouve que ce concept est magique. C'est vraiment magnifique et ça convient réellement à l'événement d'aujourd'hui. Alors lorsque Steiner a dû aider en 1919 à créer cette école, l'idée était d'aider les enfants à grandir de façon saine, de façon à ce qu'ils puissent utiliser tous les jours tous leurs sens, qu'ils puissent utiliser toutes leurs sensations. Comment nous pouvions également avoir un organe éducatif qui allait apprendre à nos enfants, qui allait les apprendre à s'engager, à utiliser tous leurs sens pour tout ce développement dont ils ont besoin. Et pas seulement un développement de base, mais un développement individuel de chacun en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et comment pouvons-nous faire cela de façon artistique et de façon vivante? C'est un peu le résumé de cette philosophie. Et tout ceci a commencé en 1919. L'idée derrière cette école était que les professeurs, les instituteurs allaient accueillir les enfants le matin, allaient leur demander eh bien, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui, comment est-ce que je peux t'accompagner aujourd'hui pour que tu deviennes la personne que tu espères être aujourd'hui et que tu espères être à l'avenir. Je ne veux pas que tu deviennes la personne que je veux que tu deviennes. Je ne veux pas te pousser à être quelqu'un d'autre. Je veux que tu sois la personne que tu souhaites devenir. C'était l'idée d'accompagner les enfants et de les aider à surmonter les obstacles à gauche, à droite, pour l'enfant et avec l'enfant. C'était une approche très individuelle,
et orienté vers le développement. L'idée n'était pas d'accompagner un enfant d'une classe à l'autre, c'était d'accompagner un enfant dans le développement de ses sens, de ses sensations, pour un meilleur développement de son corps et de son esprit. Et c'est ça que j'essaye de faire, c'est ça qu'on a essayé de faire en 1919. Alors quel était le contexte à l'époque, en 1919 ? Eh bien, c'était environ 80 ans après le début de l'ère industrielle. À l'époque, on disait que l'ère industrielle se terminait. On a vu par la suite qu'elle a continué, mais c'était l'idée à l'époque, en 1919, qu'on avait vu beaucoup d'exodes rurales, que beaucoup de personnes avaient déménagé vers des zones plus industrielles. Ils s'étaient retirés des zones rurales. Et l'idée était à l'époque de construire plus de place pour les enfants, de construire un environnement dans lequel les enfants retrouvent ce contact avec la nature qu'ils ont perdu à cause de l'exode rural, pour que les enfants retrouvent leur sens. Nous vivions également dans un chaos après la fin de la Première Guerre mondiale. Et je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir, qu'est-ce qu'on a 100 ans plus tard ? On n'a plus la révolution industrielle, on a la révolution numérique. Tout a l'air d'être numérisé à l'heure actuelle, et l'une des grandes raisons pour laquelle nos sens ne sont plus utilisés à l'heure actuelle, au quotidien, c'est parce que les enfants vivent dans un monde numérique et leur vie réelle se déroule en ligne. Et là, on fait face à de grands défis pour les écoles à nouveau, et je vais laisser la prochaine oratrice en parler. Comment pouvons-nous développer l'éducation des enfants dans un monde hyper numérisé, un monde moderne d'aujourd'hui, et comment pouvons-nous offrir à nos enfants ce dont ils ont besoin et ce qu'ils recherchent ? Je vais laisser Dora répondre à cette question. Merci beaucoup, André. Je pense que c'était une très belle histoire d'introduction sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait toujours. Nous représentons ici le Conseil européen, et au Conseil européen, nous avons organisé un groupe de travail avec des personnes qui souhaitaient créer un programme de travail pour la maîtrise des médias. Et on travaille principalement sur la pédagogie, mais pas seulement. On peut également utiliser ce programme pour développer la communication. Est-ce qu'on souhaite faire de l'éducation de la communication dans nos systèmes éducatifs? Ça, c'est le nom de notre projet que nous avons trouvé. C'est le projet que nous avons, c'est le nom du projet que nous avons présenté devant la Commission européenne et qui a été approuvé. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Vous voyez ici les partenaires officiels avec lesquels nous avons travaillé, et vous voyez nos noms ici, mais vous voyez également l'Association internationale de l'éducation petite enfance, Steiner. Vous voyez également d'autres associations qui représentent les parents, qui sont des parties prenantes très importantes lorsqu'on parle d'éducation aux médias. Et puis on a également la Alanus Hochschule et également la Freie Hochschule de Stuttgart, donc 2 universités qui travaillent au quotidien sur le développement de bonnes pratiques et qui favorisent une bonne éducation au réseau. Et puis nous avons également d'autres services pédagogiques en ligne et en présentiel. Et l'un d'entre eux se situe en Flandre, ici en Belgique. Et nous avons également un partenariat avec 2 écoles. L'une est une école Steiner en Italie et l'autre n'est pas une école Steiner. Et elle se situe aux Pays-Bas. Et ces 2 écoles ont réellement souhaité nous donner un retour, un feedback sur ce qu'on a développé dans des bureaux, dans des écoles,
pour qu'on voit ce qui fonctionne, quelles sont les bonnes pratiques. Et en fonction de ce qu'ils nous ont dit, de leur retour, on a pu changer nos façons de travailler. Alors là, il est important de mentionner que tout ce que je vais vous montrer maintenant ne vient pas de ce sur quoi on a travaillé ces dernières années, mais plutôt des pratiques qu'on a développées même au tout début des initiatives des écoles Steiner à l'origine, jusqu'à maintenant. Donc ce ne sont pas uniquement des initiatives récentes. Alors ce qu'on a voulu atteindre comme objectif, c'était l'inclusion à l'école et à la maison. On voulait combiner les deux. On voulait réellement mettre l'enfant au centre de la problématique et travailler avec les professeurs et les parents pour voir comment nous pouvions aider les enfants à grandir de façon saine dans cet environnement rempli de réseaux sociaux au quotidien. Alors, on a développé un programme scolaire. C'est un document très élaboré. Et vous trouverez des copies complètes imprimées juste à la sortie de cette salle si ça vous intéresse. Nous avons développé des lignes directrices qui aident les professeurs et les écoles à développer leur propre façon d'introduire l'éducation aux médias, aux réseaux dans leurs écoles. Nous avons également un guide communauté et culture dans lequel nous avons rassemblé des questions qu'on pose aux parents, aux professeurs, aux enfants sur leur utilisation des réseaux pour voir le contexte dans lequel les enfants grandissent et le contexte qu'on doit atteindre si nous voulons que les enfants grandissent dans un environnement sain. Et pour ceux qui aiment vraiment beaucoup la lecture et qui veulent comprendre d'où on vient, nous avons également publié un document de contexte et de logique et on propose une formation aux professeurs et aux parents qui souhaitent s'engager davantage dans cette problématique et développer leurs pratiques. Alors l'objectif principal était de développer quelque chose qui allait améliorer les compétences numériques des enfants et également réduire les risques numériques. Ce qui signifie qu'on n'a pas utilisé des outils numériques pendant trop longtemps, puisque pendant ce temps-là, les enfants continuent de développer leurs compétences numériques, mais ils utilisent des outils analogues. De cette façon, ils ne font pas face à tous les risques que représentent les réseaux sociaux et les médias et les outils technologiques. Mais on voulait s'assurer qu'on ne créait pas une solution magique qui conviendrait à tout le monde, puisque ça n'existe pas. On voulait réellement créer quelque chose qui pouvait être adapté à chaque environnement pédagogique et à toutes les réglementations nationales et dans toutes les cultures. On voulait réellement que ce soit inclus dans le contexte européen et mon collègue en parlera dans une minute. Alors ça, c'est ce dont je parlais lorsque je vous ai parlé du guide communauté et culture. Ça, c'est juste un petit schéma pour vous montrer ce à quoi on pensait lorsqu'on s'est demandé comment l'utilisation des médias pouvait être modérée dans les écoles. Lorsqu'on s'est également demandé comment les parents et les enseignants pouvaient coopérer, collaborer. Et puis au milieu, cette zone grise, c'est comment ces personnes, ces adultes, peuvent aider les enfants à grandir de manière saine, comment les adultes eux-mêmes utilisent les réseaux sociaux et ce qu'ils en pensent, et les médias et ce qu'ils en pensent. Ça, c'est un document élaboré également. Et je dirais que la partie la plus importante de notre travail, c'est réellement ce programme scolaire qu'on a créé. On s'est vraiment axé là-dessus et il se base sur les 5 zones de compétences du cadre de compétences numériques de l'Union européenne. Et grâce à ça, on peut vraiment montrer à quel point quelqu'un qui utilise ce programme scolaire développe les compétences
promus par le cadre de compétences numériques de l'Union européenne. Donc toutes les compétences qu'on souhaite que tout le monde ait. On a divisé ces compétences, on a divisé les enfants en 6 groupes d'âge, entre 0 et 18 ans. Alors évidemment, durant la petite enfance, ils n'utilisent pas les médias, mais il y a énormément de compétences qui sont développées et qui les aideront par la suite à utiliser les médias à bon escient. Nous récoltons également des exemples de bonnes pratiques, donc des choses qui ont été faites à la maison ou à l'école qui pourraient inspirer d'autres praticiens ou d'autres enseignants dans leur propre salle de classe. Alors ça, c'est une diapositive assez effrayante. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout lire, mais je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Vous voyez ici la façon dont nous avons divisé un segment du programme de travail. Donc vous voyez ici qu'on a en violet la maîtrise des médias. C'est une compétence. Et puis l'autoréflexion, c'est une autre compétence. Si on veut diviser ces deux compétences en choses qui peuvent être apprises, eh bien, on va peut-être commencer avec la tranche d'âge de 15 à 18 ans et on voit ce qu'on veut que les enfants sachent faire. On veut qu'ils soient en mesure d'expliquer comment et pourquoi l'information et la désinformation qui visent à influencer les croyances et les actions et les choix des individus sont mis sur les médias. Et puis on passe à la tranche d'âge de 12 à 15 ans et là on voit ce qui est adapté à cette tranche d'âge. Et on voit ainsi ce qu'on peut faire dans la salle de classe pour les aider à atteindre cet objectif. Ou encore plus tôt, de 9 à 12 ans, ou de 6 à 9 ans, ou même au tout début, entre 0 et 3 ans, eh bien là, on veut que les enfants soient capables d'avoir des interactions avec les adultes qui leur sont familiers, avec leur environnement. Tout ceci se trouve sur notre site internet. Je vais terminer ici. Je dois encore donner 5 minutes à Guéric au moins. Donc je vais terminer en disant que voilà, on a réellement voulu soutenir nos écoles et nos enseignants en Europe pour qu'ils puissent faire ceci au quotidien avec les enfants. Mais d'un autre côté, on voulait également créer quelque chose qui pouvait communiquer notre vision de la bonne éducation, puisqu'on voit que les écoles sont constamment mises sous pression pour inclure davantage le numérique. Et nous, on voulait partager notre expérience là-dessus. Guéric va prendre la parole. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, voilà, je m'entends aussi. Parfait. Alors, vous avez vu le programme scolaire que Dora vous a montré. On a vu également d'autres ressources qu'on a développées dans ce projet Hermès. Mais avant d'entamer ce projet, on a d'abord entamé un réel travail de plaidoyer, de défense de notre projet ici à Bruxelles, à la Commission européenne, au Parlement européen. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ici, si vous vous posez la question, alors que l'Union européenne n'a pas cette compétence dans le domaine de l'enseignement? Eh bien, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Ce que l'Union européenne a, c'est un rôle de soutien, c'est-à-dire qu'elle facilite les conversations, les liens entre les différents États membres et entre les différents organes et les institutions. Il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu. Alors, ça a l'air d'être très petit comme soutien, très faible, mais ce soutien permet également de créer un espace de réflexion. Et cet espace de réflexion permet à des débats politiques d'avoir lieu. Il n'y a pas toujours uniquement des discussions liées aux débats qui ont lieu, mais on peut également échanger des idées, des recommandations qui permettent simplement d'améliorer la vie de tout le monde.
On s'est rendu compte également que si on avait accès à l'information, eh bien, on pouvait réellement discuter avec les politiciens sur nos besoins. Et ça, c'est très important pour tous les citoyens européens. Donc, on a voulu le faire au niveau du Parlement européen, bien avant d'avoir entamé le projet Hermès. Déjà en 2018, il y a eu un rapport qui a été publié sur l'éducation dans l'ère numérique. Et nous, on a réellement voulu utiliser ce rapport et introduire dans ce rapport l'idée des médias et de l'utilisation des médias adaptés à l'âge. On en a déjà parlé, mes collègues viennent d'en parler. Par la suite, durant la pandémie, un autre rapport a été publié concernant les politiques d'éducation numérique, puisqu'on se trouvait dans une ère d'enseignement à distance. On n'apprenait plus que par l'intermédiaire d'un écran. On a voulu mettre l'accent sur les risques en fonction des âges, les risques liés au développement et les impacts que le numérique pouvait avoir sur l'apprentissage des enfants. Et on voulait mettre l'accent également sur l'autonomie pédagogique. Les résultats de notre travail de plaidoyer se trouvent actuellement dans le rapport que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, pour le moment, il y a un autre rapport qui est en cours d'élaboration et on tente également d'avoir un impact sur ce rapport, de l'influencer. Ce rapport concerne les réseaux sociaux et l'environnement en ligne des jeunes et on a réellement de grandes discussions avec les institutions sur ce projet. C'est la raison pour laquelle notre projet Hermès ne concerne pas seulement les écoles, mais également tout cet environnement numérique au niveau européen. Et puis au niveau de la Commission européenne, Dora l'a dit, on a travaillé sur le cadre des compétences numériques pour les citoyens. Ce document est en constante révision, il a déjà été révisé plusieurs fois et la version prochaine, la version 3.0 est en cours d'élaboration et là l'idée est d'analyser les résultats de l'expérience d'apprentissage des jeunes et des enfants dans le milieu numérique. Et de nouveau, Dora vous a parlé, je ne vais pas retourner à la diapositive précédente, mais Dora vous a parlé de tout ce que les enfants devaient apprendre en fonction de leur âge et tous ces points qui proviennent du programme scolaire, on tente de les inclure dans la nouvelle version de ce cadre. Et je vais conclure avec un dernier point. On ne travaille pas uniquement avec l'Union européenne, on travaille également avec d'autres institutions, à savoir notamment le Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui est un peu plus grand que le Conseil de l'Union européenne, puisqu'on a par exemple l'Ukraine qui est inclus. Et ils sont en train de lancer une initiative sur l'éducation numérique. Dora a travaillé là-dessus il y a quelques jours d'ailleurs et ils nous ont demandé notre contribution par rapport au projet Hermès. On s'est vraiment réjouis d'apporter notre contribution. Donc durant cette conférence aujourd'hui, on aimerait amener un message d'espoir puisque grâce à notre travail, on a réussi à ouvrir certaines portes et aujourd'hui, on voit qu'on est de plus en plus mandatés. On n'a plus besoin d'ouvrir nous-mêmes des portes, les portes s'ouvrent à nous, on apporte notre expertise, on nous demande notre expertise, on nous pose des questions et grâce à tout ce travail qu'on a fait en amont pendant des années grâce à ce projet Hermès, eh bien, on est maintenant en mesure de s'imposer comme un partenaire de discussion de confiance et fiable. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le site de Hermès. Et si vous voulez recevoir un flyer, n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie de la salle, on pourra vous en donner un. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes. Mais vous pourrez poser toutes vos questions durant la pause café qui va commencer à 16h pile, j'espère. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de montrer sur vos diapositives que le projet Hermès était également soutenu financièrement par l'Union européenne. Je pense que c'est quelque chose d'important à mentionner.
puisqu'on voit réellement que c'est une réelle collaboration. Vous donnez, vous recevez et inversement. N'hésitez pas à poser vos questions, mais on s'arrêtera à 16 heures.